Bonjour, je suis Patrick Et je suis Daniel. et vous êtes sur azeroth.fr. Que les esprits t'accompagnent. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 3 décembre et c'est le 4e épisode d'Azeroth.fr. Comme toujours, je suis avec Daniel qui va nous raconter ce qu'il a fait pendant ce mois depuis notre dernier épisode. Que t'est-il arrivé dans le merveilleux monde de Warcraft? Et bah, raid, hein. On a décidé d'avancer un maximum pour d'ici l'extension. Et bon, bah, on est en plein milieu d'AQ40, on essaye de monter notre RN et voilà, et ça avance tranquillement. Et on a fait un petit tour à Naxxramas aussi. D'accord. C'est quoi la RN pour les gens qui ne connaissent pas? Résistance nature, Ok. vitale pour avancer à Ankiraj. Je vois. Bon, donc tu ne changes pas dans la tradition, tu es toujours en plein raid, obsessionnel. Exactement. Et Et toi, donc, quoi de nouveau? bon, bah écoute, moi pas énormément de choses. J'ai joué un petit peu ma petite prêtresse, j'ai joué un petit peu mon voleur qui est beaucoup plus bas niveau. On a fait quelques instances haut niveau avec des amis, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Mais je pense quand même, je reste convaincu que les instances à 5 sont la meilleure expérience de jeu. Moi je suis pas tellement... J'aime bien les raids mais je préfère quand même Bah, les je suis instances tout à à fait 5. d'accord avec toi, hein. Les instances à 5, c'est ce qu'il y a de plus rigolo maintenant. On les a fait, on les a Ouais. refait, il n'y en a pas eu depuis H-Trip. On va passer au programme de l'épisode d'aujourd'hui. On a dans notre partie info des informations assez nombreuses sur le patch 1.13, alias le patch 2.0, qui va être déployé normalement d'ici 1 ou 2 jours, donc qui va tomber à pic pour la sortie de notre 4e épisode. On a évidemment des informations sur l'extension Burning Crusade. Dans notre partie Warcraft pour les nuls, on a un petit lexique qu'on voulait placer en fait dans les épisodes précédents et puis on n'a jamais eu le temps. Et là, ça sera l'occasion. On a un petit lexique avec les termes que les débutants entendent régulièrement mais qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc voilà, on essaiera de vous guider un petit peu là-dedans. On vous parlera de l'histoire des orques également. Dans notre partie pro, on a plein de petites infos sur les raids et on a aussi notre fourre-tout en fin de podcast. On aura le courrier des auditeurs, etc., etc. Donc, sans plus attendre, on va passer à notre partie information et aux nouvelles infos sur le patch 2.0 qui va sortir normalement Mercredi matin. mercredi matin. Il sera disponible, ce qui veut dire que les... Donc j'espère que l'épisode sera monté bien avant pour que nos éditeurs puissent vraiment en profiter. N'est-ce pas, Patrick? Au boulot. Ouais. Donc je vais une fois de plus être complètement harnaché à ma chaise et je vais pas bouger pendant 48 heures. Ça va être terrible. Dans cette mise à jour, il y a évidemment ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire les talents 41, la nouvelle interface de recherche de groupe et la refonte du système de PVP. Et on va parler un petit peu plus précisément de certains aspects dont on a déjà parlé, et puis on a d'autres informations aussi qui ont fait surface ces dernières semaines. Dans le nouveau système de PVP, il y a un truc en particulier qui est totalement inédit. Donc en fait, on va pouvoir se battre en arène, mais il n'y aura pas le système de récompense, mais il y aura Pas juste encore. des combats libres. Mais c'est déjà une bonne manière, un bon moyen pour s'entraîner, tester les nouveaux talents et commencer à monter une bonne équipe. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant pour moi en tout cas, c'est que c'est un système de combat totalement nouveau. C'est-à-dire que c'est pas du tout un champ de bataille avec des équipes immenses qui ont des objectifs, donc qui vont être en concurrence pour finir ces objectifs. C'est vraiment un combat 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5. Ce sera beaucoup plus technique. Ouais. Puisqu'on n'est pas perdu dans la foule, et c'est Ouais. c'est des face à face.
Tout à fait. Ça va être assez amusant et donc ça sera disponible dès la sortie du patch, donc dès mercredi a priori. Une autre chose que va apporter le patch 2.0, c'est les sorts qui étaient disponibles dans Ankiraj, qui vont être disponibles pour tout le monde. Oui, alors ne vous faites pas avoir, hein, parce qu'en ce moment, c'est marrant, il y a plein de gens qui vendent des bouquins, les bouquins récupérés à Ankiraj pour 200 pièces d'or, qui est somme toute une bonne affaire, mais bon, simplement dans quelques jours, ça vaudra un PO et des poussières chez le marchand. Donc ne vous faites pas avoir, ne les achetez surtout pas, vous les aurez. Ouais, c'est-à-dire que tous les sorts rang 11, rang 12 qui sont pas disponibles dans le jeu normal et qu'il est possible de récupérer dans ces instances de haut niveau, pour ceux qui ne connaissent pas, et ben ils seront disponibles chez l'entraîneur normal. Vous pourrez avoir votre sort de rang supérieur pour un prix tout à fait normal. Donc si vous n'avez pas encore acheté vos livres, ne le faites pas, ça sert à rien. Et si vous l'avez fait, vous êtes fait avoir, faut vous tenir au courant un petit peu plus régulièrement. Faut écouter Azeroth.fr plus souvent surtout. Ouais, là le problème c'est qu'on va sortir l'épisode genre 2 jours après la sortie du patch, donc ça va pas tout et bah c'est pas grave. Une autre chose qui va être disponible avec la sortie du patch, c'est que les soins répartis sur le temps, les heal over time, vont stacker. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un seul sort de récupération, par exemple, qui pouvait être sur une personne. Là, s'il y a 2 ou 3 druides qui mettent un sort sur la personne en question, il va y avoir 2 ou 3 sorts de récupération qui vont être en même temps. Donc ça va faire des soins quand même assez conséquents. Pareil pour le renouvellement du prêtre. Ça va commencer à compter vraiment, quoi. Et ça, mine de rien, c'est toujours utile dans un combat en raid contre un gros boss où, évidemment, comme d'habitude, le guerrier part devant sans souci de qui y a derrière, et les prêtres n'ont pas suivi, et il meurt en 2 secondes. Là, au moins, ça permet de laisser quelques instants au guérisseur pour poursuivre. Et il y aura aussi, dans le même ordre d'idée, il sera possible de mettre plus de dots et plus de debuffs par mob, donc plus de dégâts répartis sur le temps par Ça c'est une bonne chose, parce que nous, dans nos premiers Molten Core, il y avait tellement de choses à mettre sur les mobs qu'on avait fait une liste de ce qu'il fallait mettre et de ce qu'il fallait pas mettre. Ouais, donc celui qui lançait une malédiction alors qu'il n'avait pas le droit... Le mage qui lançait une boule de feu, qui faisait un crit, il se faisait insulter directement. Ensuite, on a des nouveautés dans la feuille de personnage. Il y a plein d'infos qui étaient réclamées par beaucoup de gens depuis très longtemps, et notamment l'influence des caractéristiques sur les capacités comme le pourcentage de coups critiques ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça, il va être possible de le voir directement dans la feuille de personnage. On va pouvoir sélectionner 2 catégories de caractéristiques et qui vont être affichées en permanence. Et on pourra voir exactement combien de coups critiques on a, combien de bonus aux dégâts on a, combien de bonus aux soins on a, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on attendait. Ouais, ça c'est vraiment excellent, hein. Il y avait des add-ons qui permettaient de faire ce genre de choses, mais finalement ça libère l'utilisateur de devoir lancer ces trucs qui sont gourmands en mémoire, etc. Là c'est intégré directement, nickel. Une autre information que tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est qu'il va y avoir 4 slots de banque supplémentaires. Donc on va pouvoir avoir un petit peu plus de place à la banque. Et, information importante aussi, le prix des slots à la banque va être limité à 25 pièces d'or. Donc si vous avez acheté vos places à la banque à 100 pièces d'or il y a 2 jours, vous vous êtes fait avoir aussi. On va passer aux changements du patch qui vont affecter certaines classes. Il y a notamment un truc qui a fait beaucoup de bruit, qui est la normalisation de la rage chez les guerriers. Mais qu'est-ce donc, mon cher Patrick ? Tu me poses la question parce que toi tu ne le sais pas et que tu veux pas te taper l'explication. La normalisation de la rage chez les guerriers, en fait, ça veut dire que les guerriers gagnaient de la rage en fonction des coups qu'ils prenaient et des coups qu'ils donnaient. Et il y avait un problème quand certains guerriers étaient trop puissants, quand ils faisaient trop de dégâts, c'est qu'ils récupéraient une rage quasiment infinie, parce qu'à chaque fois qu'ils donnaient un coup, ça leur remplissait le 5e ou le quart de leur barre. Bon, j'exagère, mais en gros, c'était la nature du problème. Et donc, ils estimaient que l'équipement influençait trop la génération de rage chez les guerriers, et ils ont un petit peu changé la méthode de calcul. Ça a fait énormément de bruit chez les guerriers. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui, comme d'habitude, ont dit qu'ils étaient très mécontents de ce changement et que ça allait leur gâcher le plaisir. On se rend compte avec les essais concrets
Daniel est malade, hein, donc vous étonnez pas si vous entendez des éternuements à répétition pendant le podcast. Le pauvre, il souffre et il est venu quand même pour vous, pour le public. Et Parce que donc, je vous aime. voilà, exactement. Donc il fait des efforts pour vous. La nuit soit louée. Donc je disais, avant qu'il ne m'interrompe de manière extrêmement impolie, que certains guerriers donc étaient très mécontents de ce changement, mais dans les essais qu'on a pu faire sur les royaumes de test, on s'est rendu compte que les changements n'étaient pas énormes, en tout cas pas énormes jusqu'au niveau 60. Ça permettait aux gens qui n'étaient pas super bien équipés d'avoir un petit peu plus de rage, et aux gens qui étaient très bien équipés d'avoir un petit peu moins de rage. Et les véritables changements seraient intervenus en fait après le niveau 60, parce que au-delà du niveau 60, ça commençait à avoir des implications trop grandes avec l'ancien système. La victoire ou la mort. Voilà pour les guerriers. Il y a les chasseurs qui vont enfin recevoir leurs modifications dont on parlait à l'épisode 2. Et oui, donc au lieu d'avoir 2 points d'attaque, de puissance d'attaque pour 1 point d'agilité, ce sera 1 pour 1 maintenant. Donc désolé à tous nos amis les chasseurs, mais ils ont eu pas mal de contreparties de la part de Blizzard, donc je pense que en fin de compte ça changera pas énormément le style de jeu et ça permettra d'avoir un matériel disons plus évolué avec plus de possibilités disons que juste plus agi, plus attack power. C'est sûr. L'un des trucs qu'ils ont en plus, comme on en parlait à l'épisode 2, c'est qu'ils pourront poser des pièges en combat avec un temps de préparation de 2 secondes. Sans faire le feint death, pas mal. Ça c'est plutôt intéressant. Et il y a une autre modification également qui intervient au patch 2.0, qui est que la vitesse d'attaque des animaux, enfin des pets, va être normalisée. Quelle tristesse. Ouais, alors ça, bon, là encore, les gens sont un petit peu déçus d'entendre ça. C'est-à-dire que si je ne m'abuse, ça va vouloir dire que tous les chats auront la même vitesse d'attaque, tous les ours auront la même vitesse d'attaque, etc. Exactement, et c'est bien dommage parce que ça, un des plaisirs du chasseur, le mien est quasiment 60, mais un des plaisirs du chasseur, c'était partir à la chasse du pet qui avait telle vitesse d'attaque, qui avait tel type de coup, etc. Et là, il perd une des caractéristiques qui différenciait le type de chat d'un autre. À la fin, en fin de compte, ils vont tous être exactement pareils. Juste le skin qui sera un peu différent. Ouais, et ils seront vraiment tous exactement pareils. Ils peuvent tous apprendre toutes les mêmes capacités. Moi, je connais pas bien les voleurs. Tous les chats peuvent apprendre toutes les compétences de chat. Tous les ours peuvent apprendre toutes les compétences des ours. Donc ensuite, c'est ce qui change. Par exemple, un des chats les plus utilisés, c'était l'édenté. Donc il y a 1 en termes de vitesse d'attaque, ouais. Et maintenant ça va remonter remonter pour être il est très rapide, c'est l'intérêt de ce chat. C'était un pet rare, difficile à trouver, et il faut y passer du temps. Maintenant bon c'est un peu dommage. C'est comme King Bangalash qui a été normalisé avec tous les autres chats et qui en fin de compte maintenant n'a plus aucun intérêt. Juste il a un beau skin. Un autre changement pour les pets qui va affecter les chasseurs et les démonistes. Ça va être plutôt une bonne chose, c'est pas du tout un nerf. C'est que les pets vont maintenant bénéficier de bonus en fonction des caractéristiques de leur maître. Donc ça c'est une modification quand même intéressante. Ouais, c'est quelque chose qui était demandé en plus depuis très très longtemps parce que au-delà d'un certain niveau le familier devenait complètement inutile. Donc, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que là, si on est en 7 T2 complet et qu'on a des caractéristiques incroyables, le pet va en bénéficier et va devenir plus puissant exactement. avec nous. Il y a une autre modification qui concerne le PVP par contre, qui est que les sorts de crowd control, c'est-à-dire les polymorphes, les contrôles mentaux, les choses comme ça, vont avoir une durée maximum de 12 secondes avec une possibilité de résiste initiale et de résiste à chaque tic. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, enfin ça fonctionnait de manière un petit peu différente jusqu'ici. Pourquoi est-ce qu'ils ont modifié ce fonctionnement ? Tout simplement pour les arènes à mon avis, parce que autant sur un Altera qu'un Rati ou un Goulet ça changeait pas grand chose, mais sur une arène à 2 contre 2, avoir un personnage qui reste polymorphé pendant 45 secondes pendant que l'autre se fait rosser par deux magos, je pense que ça faisait pas. D'ailleurs à propos de ces modifications qui sont destinées à rendre le PVP en arène plus cohérent, il y a une autre modification dont on n'a pas parlé avant je crois, mais qui concerne les objets de l'extension. Donc je fais une toute petite parenthèse là, c'est que les objets de l'extension vont gagner beaucoup plus d'endurance qu'ils ne vont gagner dans les autres caractéristiques. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de points de vie par rapport aux dégâts qu'on fait comparativement à ce qui se passe aujourd'hui.
sans doute pour que les combats durent un petit peu plus longtemps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un combat peut durer 5-6 secondes si on tombe sur une classe qui est bien, qui est pile celle qui va pouvoir nous tuer. Donc je pense que en combat joueur contre joueur, les combats seront beaucoup plus longs, il faudra beaucoup plus de stratégie et beaucoup plus de technique pour réussir à faire quelque chose. Ça ne sera pas juste se précipiter sur le perso, claquer tous ces trucs et aussi vite que possible. Dernière chose pour les combats avec ce patch 2.0, c'est les barres de lancement de sorts des ennemis. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, il y aura une barre qui va s'afficher pour montrer qu'un ennemi est en train de lancer un sort. Donc il sera possible de l'activer ou de la désactiver bien sûr, mais ça sera beaucoup plus facile maintenant de voir qu'un ennemi lance un sort et surtout quand son sort va arriver à terme et quand il va le lancer. Moi, en fait, ça existait déjà via de nombreux add-ons, ce genre de choses. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va afficher le type de sort qui est en train de lancer l'adversaire ou pas. Et ça pourra être... Bon, il y a des add-ons qui le font déjà, donc je pense que ce sera le cas, mais ce serait quand même bien pratique. Ah, ça me paraît quand même un peu beaucoup. Déjà, moi, je trouve que le fait de montrer la barre de lancement de sort, c'est un petit peu trop, parce que déjà, on le voyait avec les mains, la couleur des mains qui commence à changer, on voyait très bien que les gens lançaient des sorts. Il fallait être un écureuil myope pour pas réussir à voir ça. Ça m'est déjà arrivé. Bah, c'est bien ce que je dis. Dernière chose pour ce patch 2.0, c'est les noms en français dont on parlait déjà avec Aguilar il y a quelques semaines. Les noms en français vont être totalement intégrés, donc on aura droit à Hurlevent, Forge-Fer, Python du Tonnerre, etc., etc. Bon, je pense qu'on en a déjà suffisamment débattu. Oui, et je préfère passer sous silence ton opinion là-dessus. Mon opinion. Ok, on passe aux informations sur l'extension Burning Crusade et j'ai une annonce et une confession à faire. J'avais dit le mois dernier que je ne voulais pas jouer à Burning Crusade, que je ne voulais pas le voir parce que je voulais garder la surprise totale. Et en fait, j'ai eu droit à beaucoup d'invitations. Il y a beaucoup de gens qui m'ont très gentiment proposé de me prêter leur compte bêta ou de passer chez eux pour voir le jeu. Et j'ai craqué face à tant de gentillesse et de sollicitude. J'ai fini par aller chez mon chef de guilde, que je remercie d'ailleurs au passage, qui m'a fait une petite session de découverte de Burning Crusade. J'ai craqué, je suis faible et j'y suis allé. Quand même extrêmement déçu. Hein. Je sais, j'ai honte, tu sais, je voulais pas te l'avouer, mais bon, c'est vrai, j'y suis allé. Et une autre chose que je dois avouer aussi, c'est que je ne le regrette pas, parce que ça m'a donné juste suffisamment d'aperçu du jeu pour vraiment me donner envie, mais en même temps j'ai pas trop vu de choses non plus, donc la surprise reste assez complète. Et ce que je peux vous en dire pour ceux qui n'ont pas encore commencé à jouer, qui doivent être quand même assez nombreux, c'est que je pensais pas qu'il soit possible d'arriver au niveau des attentes des joueurs. Franchement, je pense que cette extension va réussir. C'est d'une beauté assez hallucinante. C'est-à-dire que il y a énormément de jeux qui ont des moteurs graphiques très poussés, et qui sont photoréalistes et qui sont sublimes. Là, il y a un travail artistique qui est véritablement incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une recherche dans les décors, une recherche dans l'ambiance, il y a tout un travail graphique qui est extrêmement recherché et qui est extrêmement prenant. À partir du moment où on passe la porte des ténèbres, déjà tout de suite on est pris par un événement dont je ne dirai pas grand chose mais qui vous met tout de suite dans une situation prenante, et ensuite quand on commence à explorer le reste de l'outre-terre,
Ah là là, la seule chose que je peux dire, c'est que j'attends le 16 janvier avec impatience. La forêt de Terrocar, notamment, est un lieu tout à fait magique. Moi, je me suis arrêté en plein milieu et j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi pendant 5 minutes. C'était sublime. C'est mérité. Par contre, si vous voulez découvrir un petit peu l'Outre-Terre sans rentrer dans la bêta, vous pouvez aller downloader une vidéo qui s'appelle Discovery, qui est une vidéo d'un jeune homme très bien qui s'appelle Casper, ou du moins c'est son prénom, son pseudonyme sur la vidéo. Il a fait une vidéo musicale pour faire découvrir les zones qui sont déjà disponibles dans l'Outre-Terre. C'est extrêmement bien fait, c'est très très beau, c'est très prenant. Il n'y a pas vraiment de spoiler, donc vous n'allez pas avoir quoi que ce soit qui va vous gâcher trop la surprise. Par contre, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Si vous avez soif d'Outre-Terre, Discovery de Casper, c'est une excellente vidéo. Allez la downloader, je pense que vous apprécierez. Une petite info sur les montures volantes qui sont maintenant disponibles dans la bêta. Les montures volantes normales sont effectivement à 60% de vitesse en plus et il faut courir un moment avant de sauter pour s'envoler. Ça rend très très bien, j'ai vu quelques vidéos, c'est vraiment sympathique à voir. Donc les montures normales à 60%, les montures épiques qui vont un petit peu plus vite, enfin, on parle de 100% au sol et 150% en vol, c'est peut-être plus. Et donc il y a une chose dont les gens n'étaient pas forcément au courant, c'est que il y a les montures normales et les montures épiques qui sont des griffons et des wyverns. Donc les normales sont normales et les épiques sont armurées. Et les drakes du néant sont encore autre chose. C'est-à-dire que c'est peut-être l'équivalent des montures épiques au niveau vitesse, mais avec un autre aspect, un autre skin. Mais par contre, c'est pas les montures épiques. C'est pas qu'on va acheter les drakes du néant pour 5000 pièces d'or. Et alors, où est-ce qu'on peut obtenir les montures, les drakes du néant ? En fait, le drake du néant de base, pour l'instant, il n'y a pas d'information qui a filtré dessus. En revanche, le drake du néant armuré sera réservé aux champions d'arène qui auront terminé dans les premiers à chaque saison. Ouais, donc ça veut dire une équipe d'arène, donc sans doute 5-10 personnes, je crois, 10 personnes au maximum. Bah, disons qu'il y a le 2 contre 2, 3 contre 3 et 5 contre 5, donc il y aura... Donc 2 x 2, 4, 3 x 3, 6, 10, ça fait 20 personnes tous les 3 mois qui auront droit au Drake du néant. Et c'est tout. 20 personnes par serveur et basta. Enfin, au Drake armuré en tout cas. Au Drake armuré. Ensuite, il y aura le Drake normal, le Drake du néant normal, qui aura exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu'il aura le skin de base. Et il y aura en plus les phénix. Ouais, pour l'instant, dont on ne sait pas très bien. Ouais. Une petite précision par rapport à ce qu'on disait la dernière fois et dont on n'était pas sûr, c'était l'histoire de la double XP. On pensait que la double XP n'était plus disponible dans l'extension, c'est pas le cas. Comme le disait Daniel, il avait une fois de plus raison et moi tort. La double XP est juste remise à zéro quand l'extension arrive, pour pas que les gens qui sont 60 depuis des mois commencent avec un bonus tout de suite de 1,5 niveau en double XP. C'est remis à zéro, et bien sûr quand on est en repos dans une ville ou dans une auberge, la double XP revient. Donc ça, c'est une petite précision importante. On va parler un petit peu des donjons. De l'extension. Les gens commencent à avoir une certaine expérience de ces donjons-là, et ils trouvent... généralement, les retours sont plutôt assez bons. C'est-à-dire que les donjons sont plus courts, plus concentrés. Comme on le disait auparavant, il y a beaucoup de donjons avec plusieurs ailes qui sont possibles à faire en plusieurs fois. Et la plupart des donjons... il y a beaucoup de donjons qui ont 3 boss, et qui sont extrêmement scénarisés, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir évoluer à travers le donjon et essayer de résoudre une énigme, de voir ce qui s'y passe, pourquoi il y a tel ou tel élément un petit peu mystérieux qui influence l'extérieur du donjon et qui influence la zone. Donc il y a 2 angles sur lesquels ils se sont concentrés. Petite expérience d'1h30 avec des événements qui vont la ponctuer, c'est-à-dire 3 boss qui vont animer la progression dans le donjon. Et scénarisation qui va renouveler l'intérêt, enfin qui va en tout cas attiser l'intérêt des gens pour ces donjons-là. Les donjons difficiles, les donjons héroïques, on a des informations là-dessus aussi, Dany ? Oui. Alors en fait, la plupart d'entre eux semblent nécessiter
un accès spécifique. Donc c'est soit une clé, soit un niveau de réputation qui permet ensuite de débloquer le mode difficile. D'après ce que j'ai lu, c'est qu'il faut acheter une clé qui n'est disponible que quand on a la réputation révérée dans les différents, enfin dans la faction qui est liée à ce donjon. C'est pas ce que t'as lu? Moi, il me semblait que c'était ou l'un ou l'autre. D'accord. Mais bon, je peux me tromper, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment penché. D'accord. Ouais, moi ce que j'avais lu, c'est qu'effectivement, il faut monter la réputation dans une faction en particulier. Et à partir du moment où on est révéré, on peut acheter la clé qui ouvrira la porte. Mais les niveaux de du réputation donjon. aussi montent beaucoup plus rapidement que dans le jeu de base. Heureusement, parce que Ouais, quand t'es c'est vrai révéré, que ça c'était- demandait déjà beaucoup de travail. Ensuite, on va parler un petit peu des nouveaux sets. Et on a le set T5 qui a été trouvé par les gens qui explorent les fichiers de la bêta. Mais comment ça, alors qu'on a même pas vu le T4, il y a déjà un T5? Bah oui, écoute, figure-toi qu'il est déjà dans le jeu, évidemment, dans la bêta. Donc on parlait du T4 qui est assez sympathique la dernière fois, et le T5 qui a priori est un set de raid. Alors on sait pas très bien si c'est un set de raid ou un set d'arène. En fonction de la nomenclature des fichiers, on pense que c'est plutôt un set de raid, mais bon. Et ils sont plutôt beaux, plutôt bien faits. Moi, il y a Sauf- juste une demande que j'ai à faire Ah oui. vis-à-vis de Blizzard, c'est s'il vous plaît, laissez-nous customiser les couleurs de nos sets. Ça serait tellement mieux. Et donc oui, il y a vraiment un set qui est assez ignoble, pire que celui de Mage, c'est pour dire, c'est celui de nos amis paladins. Oui, c'est vrai que Ils ont été une fois de plus gâtés. le set des paladins... Non, ça c'est pas possible qu'il reste comme ça, il va être changé, c'est absolument impossible. C'est une sorte de machin... Comment le décrire? Une sorte de Power Rangers rose, avec des petites lumières scintillantes. un T'as petit quelque peu chose partout. contre les gens qui soient bien en rose? Non, je trouve ton pull et ton jean rose absolument magnifique, Denis. Ça me rassure. Une autre info sur les sets, c'est qu'on a trouvé, toujours dans les fichiers de la bêta, une sorte de set T2 bis, un T2 d'outre-terre. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Avec des couleurs différentes. Voilà, c'est le set T2 qu'on connaît déjà, mais avec des couleurs différentes qui est quelque part dans les fichiers. Et on ne sait pas exactement à quoi il sert. Alors c'est tout pour les informations et les nouvelles pour cet épisode. On va passer à Warcraft pour les nuls avec notre truc que j'aurais voulu savoir qui a rapport au nom des objets. C'est-à-dire que quand on recherche à l'hôtel des ventes des objets à acheter pour s'équiper pendant le leveling, le nom des objets est important et l'abruti que je suis ne s'est pas rendu compte tout de suite que les noms voulaient dire quelque chose par rapport aux caractéristiques. Si t'avais joué à Diablo 2, pourtant, c'est exactement le même concept. Ah bah, puisque tu as l'air de connaître, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Et bah, tout simplement, en fait, la plupart des objets verts que vous retrouverez dans le jeu, disons, auront un suffixe qui correspond à un nom d'animal. Donc par exemple l'ours, le singe, l'aigle. Et à chacun de ces suffixes en fait correspond une paire de caractéristiques. Donc par exemple l'ours, c'est force endurance, pas Donc mal ça, pour ça les va être pour les guerriers. guerriers. Le singe, il me semble que c'est endurance et agilité, super pour les chasseurs. Ouais. Mhm. Ou pour les voleurs. L'aigle, c'est intelligence et endurance, super pour les mages, etc. Donc ça permet de gagner un temps précieux et de voir en un clin d'œil ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas. D'accord, donc quand on fait une recherche, on rentre les niveaux et le nom de l'animal qu'on veut, et là on voit tout ce qui est disponible pour notre classe qui s'adaptera parfaitement. Et puisqu'on est dans les noms, on va faire notre petit lexique qu'on reporte à chaque fois, donc à chaque épisode, on espère faire notre lexique. À chaque fois on le reporte et on s'y met enfin pour expliquer aux gens qui commencent et qui débutent dans les MMORPG, dans Warcraft en particulier, certains termes qu'ils risquent d'entendre régulièrement mais qu'ils connaîtront pas forcément. Et on va commencer par le début, qui est MMO. Qu'est-ce que ça veut dire MMO? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'anglais, et ça veut dire, en anglais, Massively Multiplayer, Online, et ensuite en général on y ajoute RPG pour Role Playing Game. Donc MMO c'est jeu massivement multijoueur, online. En ligne, tout à fait. Donc MMORPG, c'est jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Tout à fait, exactement, très bien Dany, tu as 10 sur 10.
Ensuite, on a les différents types de serveurs, parce que évidemment sur Warcraft, comme sur les autres jeux de rôle online, il y a différents types de royaumes, et le plus commun, c'est le royaume JCE, ou PvE en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, JCE? Joueur contre environnement. C'est-à-dire? Donc c'est un type de serveur dans lequel le combat contre la faction opposée est désactivé de base. Mhm. Donc on peut l'activer ensuite en sélectionnant les options manuellement, mais on peut pas s'attaquer aux joueurs de la Horde si on est un joueur Alliance. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc c'est principalement du combat contre l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle communément les serveurs super faciles, les serveurs bisounours, qui m'ont valu pas mal de commentaires et de mails d'insultes d'ailleurs la dernière fois. Donc n'hésitez pas à aller sur notre forum pour insulter Patrick pour ces appellations dégradantes. Donc c'est par opposition aux serveurs JCJ, donc joueur contre joueur, ou PVP en anglais, qui sont plus difficiles, et c'est pour ça que j'appelle les serveurs PVE les serveurs bisounours, parce que en fait les serveurs JCJ, dans les serveurs JCJ, sur bien 80% de la carte, on est à tout moment en risque de se faire attaquer par un hordeux ou un allianceux un petit peu énervé, et ça arrive très régulièrement, notamment à Strangleronce. C'est vraiment un massacre permanent. Donc c'est un petit peu plus difficile de progresser sur ce type de serveur, mais par contre c'est aussi beaucoup plus gratifiant à la fin quand on est arrivé au bout. Et c'est plus stressant parce qu'il y a des bonnes poussées d'adrénaline quand un joueur, un voleur en fufu vient vous attaquer en plein combat et que vous essayez de terminer votre monstre pour s'occuper de ce traître qui vous attaque dans le dos. Tout à fait, ouais. C'est des bonnes poussées d'adrénaline et ça provoque des sensations assez sympas. Et puis les relations avec la Horde sont beaucoup plus tendues. On arrive devant un hordeux, on se salue, on garde un petit peu ses distances, on essaye de se jauger, de s'évaluer. Il peut vous aider à combattre un monstre et puis tout à coup péter un plomb et se retourner vers vous et vous envoyer une boule de feu dessus. Ça donne une petite tension en plus. Enfin, ça c'est mon idée en tout cas. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent pas s'embêter avec ça et qui préfèrent rester tranquillement sur un serveur JCE. Et c'est une approche tout à fait valide aussi, même si c'est un petit peu Teletubbies, on va dire. Et quel est le troisième type de serveur, dis-moi? Alors en fait ça c'est un type de serveur qui existe pour les JCE et pour les JCJ. C'est les serveurs JDR, donc jeu de rôle, serveur RP en anglais, role playing. C'est une petite option en plus qui veut dire que sur ces serveurs, les personnages vont discuter comme s'ils étaient effectivement leur personnage. C'est-à-dire qu'un guerrier est censé, en tout cas en théorie, parler comme parlerait le guerrier. Il va pas dire ouais salut, je sors du ciné et je me suis fait une pizza. Il va parler en personnage, il va parler de ses aventures, et il va dire qu'il va vers l'auberge pour se reposer, et il va dire qu'il a acquis une nouvelle armure extrêmement puissante dans le terrible repère du seigneur de l'aile noire, par exemple. Oh là, Manon, viens donc tes guêtres puantes de cette auberge. Vous l'aurez compris, Dany est un adepte du JDR. Bon, ça c'est la théorie, hein. Il faut dire qu'en pratique, ça se passe pas forcément comme ça. Généralement, les serveurs JDR attirent plutôt des gens un petit peu plus âgés, un petit peu moins prompts à utiliser le langage SMS. Donc il y a moins du slut, Kypre, donjon, HL, SVP. Ça se voit moins quand même en JDR. Moi j'apprécie quand même pas mal, puisque vous aurez remarqué que je comprends pas toujours ce qu'on me dit quand on parle en langage SMS. Ah, même en français. Hein. Vous me tapez sur les nerfs, la ferme. On va passer à un autre terme qui est mob. Et est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mob ? Un mob, c'est pas un monstre? Tout à fait. Un mob, c'est tout simplement un monstre, et ça vient d'un terme de développement en fait, qui est le terme mobile object, ce qui veut dire objet mobile. C'est par opposition au monde statique. Tous les objets qui sont en déplacement, généralement, c'est des monstres dans le jeu, et ça a été contracté en mob et c'est passé dans le langage des joueurs, et c'est devenu quelque chose de complètement commun. Donc un mob, c'est un monstre, tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un loot, Dany? L-O-O-T. Ça vient de l'anglais. Là encore. Et qui est un terme qui veut dire prendre.
tout à fait. Donc en fait un loot c'est plus communément utilisé dans le jeu en tant qu'objet qui vient de tomber sur un adversaire. c'est ça. Et donc le verbe looter, C'est récupérer l'objet barbarisme. pour soi. C'est ça. Donc c'est récupérer l'objet du monstre tout simplement. Des choses un petit peu plus enthousiasmantes, le terme Uber. Qu'est-ce que c'est que Uber? Bah écoute, Ça te correspond beaucoup plus, donc je vais te laisser, évidemment. Et en plus, si Je ferai le t'avais suivant, si t'avais moi. un peu suivi des cours d'allemand pendant le secondaire, J'ai appris l'espagnol, moi. bah voilà, Enfin, appris. c'est bien ce que je te reproche. C'est un bien grand mot, appris. Donc, Donc en fait Uber ça vient de l'allemand et ça veut dire supérieur, ultra puissant. Donc en gros si vous tombez contre Lord Kazakh en face à face et qui vous massacre en un coup, vous pourrez dire il est Uber. et il y a un équivalent français que je trouve moi assez mignon. Il n'y a pas beaucoup de termes français comme ça, genre SMS que j'apprécie, mais celui-là il est pas mal. C'est Kipik. Moi je trouve ça très bien. J'aime beaucoup l'opposition entre Uber et Kipik. Kipik ça veut dire la même chose, ça vient de épique et ça pique et je sais pas, des trucs Bah comme oui, ça. ça vient d'Epic. Voilà, donc Uber Kipik, donc Lord Kazakh il est Uber et l'épée bénie de Cherchevant elle est Kipik. Non, elle est légendaire. Pas de bol. Non mais Kipik dans le sens de très très fort. Non, non, en général, Ça un se dit comme Kipik, ça. c'est Ah bon, un c'est épique. Ouais, ouais. uniquement utilisé Ah pour là dire là l'épique. là là, mais t'as pas assez raidé, toi, oui. Et Moi, donc, par contre, tu peux avoir un Kipik Moi je vais Uber. insérer une Donc, nouvelle par règle. exemple, dans Naxxramas, il y a que ça. D'accord. Terme suivant. Il y a plusieurs déclinaisons du terme noob ou alors boulet ou encore Kevin que les gens connaîtront puisqu'ils ont écouté notre épisode précédent. Qu'est-ce que c'est qu'un noob? Et ben, ça vient du terme anglais newbie. Et donc, en gros, un newbie, c'est quelqu'un qui vient de commencer. Donc, en général, un noob dans le jeu, c'est assez péjoratif et ça va désigner quelqu'un qui joue comme une quiche. Ouais, j'ai une petite rectification à faire là-dessus, c'est que c'est pas uniquement un type qui vient de commencer, mais c'est plutôt quelqu'un qui Qui ne disons maîtrise que- pas le jeu. Voilà, mais quelqu'un qui vient de commencer va pas connaître, mais il va s'intéresser, il va apprendre et il va finir par savoir comment ça fonctionne. C'est pas forcément un noob, c'est un débutant. Mais un noob, c'est quelqu'un qui, même après des heures de jeu et qu'on lui a expliqué les choses plusieurs fois et qu'on lui ait dit et répété comment ça fonctionne, va continuer à faire les mêmes bêtises, va continuer à mettre tout le monde dedans. Et un autre terme, c'est que vous entendrez régulièrement, c'est caca. Caca, c'est-à-dire les deux lettres, caca, qui vient de KK, qui vient là aussi de l'anglais. Et tu sais d'où ça vient le KK anglais, Dany? Non, mais tu vas me le dire puisque c'est marqué sur ta petite fiche. Ne révèle pas nos secrets, s'il te plaît. Donc KK, ça vient de OK Cool. J'ai fait une petite recherche là-dessus parce que mine de rien, on prépare nos émissions. Hein. Ça vient de OK Cool et par contraction, c'est devenu caca, KK. Donc si vous voyez quelqu'un qui vous répond caca et que vous savez pas de quoi il s'agit, il vous insulte pas, il vous dit juste que c'est bon, c'est cool. Et ça fonctionne comme ça. Encore quelques petits trucs rapides. OSEF. Moi au début j'ai eu un petit peu de mal quand même. Qu'est-ce que c'est que OSEF? Bah, Osef, pourtant, c'est très clair. Parce qu'on me le disait régulièrement et je comprenais pas pourquoi. Et maintenant, tu comprends. Ouais, j'ai un regard un petit peu différent sur mes Sur camarades les de autres, guilde. Je pensais que c'était des félicitations, des congratulations qui t'étaient destinées. Bah, on me le disait tellement souvent que... Et en fait, tout simplement, c'est les initiales pour on s'en fout. Un autre terme, PTDR. C'est quoi PTDR? Pété de rire. C'est par terre de rire, attention. Ah, moi, il me semblait que Faut c'était être pété de précis. rire. Mais non, mais pété de rire, ça serait PDR. Les initiales, ça serait Ouais, mais PDR. là, ça se lit PTDR. Non, Pété de je suis rire. désolé, tu as tort. Ouais. C'est l'équivalent donc de LOL en français, pardon, en anglais. Enfin, il y c'est a Lots of MDR, Laughs. hein, sinon. Et tu sais que MDR, j'ai cru pendant des mois que MDR c'était genre une contraction de merde, genre ah merde, Ah c'est bah trop oui, c'est fort. marrant parce qu'on met le R à la fin. Mais voilà, mais que c'était genre un truc mal écrit et que c'est resté comme de très nombreux termes. Ah, quel noob anglais. ce Patrick. Merci d'illustrer l'utilisation du terme dans une phrase en contexte. Il y a une autre Euh, abréviation là que t'as pas mentionné dans ta petite fiche, c'est Bah, le vas-y. KKTD. Ah oui, tout à fait, oui. Mais ça, on en avait déjà parlé. C'est quoi KKTD? Kiki tout dur. Qui est provoqué généralement par les Kipik Uber qu'on loot dans Naxxramas.
va passer à notre histoire de Warcraft, et ce coup-ci, donc, on va s'intéresser aux orques, puisque le mois dernier, on a fait les humains, donc c'est une bonne contrepartie. Les orques et leurs origines. D'où est-ce que viennent les orques ? D'une poubelle, des égouts. Vous l'aurez compris, Dany est dans l'Alliance. Mais il n'a pas totalement tort, puisqu'ils viennent de cette planète désintégrée aujourd'hui qui est Outre-Terre. Donc les orques sont effectivement des aliens verts de l'espace. L'Outre-Terre, qui était, avant de devenir l'Outre-Terre, qui s'appelait Draenor, et évidemment la Légion Ardente, qui explore l'univers entier à la recherche de races à corrompre, a fini par arriver sur Draenor, a découvert les Draenei et les orques, et l'un des lieutenants de Sargeras, vous vous en souvenez tous évidemment puisque j'en parle à peu près tous les mois, l'un des lieutenants de Sargeras, Kil'jaeden, a été chargé de conquérir en quelque sorte la planète de Draenor. Kil'jaeden regarde ce qu'il y a sur Draenor, il voit les Draenei et les orques, il se dit que les orques, étant un petit peu plus stupides que les autres, seront plus prompts à la corruption. Ces attaques sont totalement gratuites, mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc il commence à essayer de séduire les orques avec le pouvoir maléfique de la Légion Ardente. Et il sélectionne Ner'zhul, qui est un chaman des orques, et il essaye de le corrompre à peu près de la même manière qu'il a corrompu, que Sargeras avait corrompu Azshara à l'époque sur Azeroth. Et il lui donne du pouvoir et il l'amène à la vénération de la Légion Ardente. Il commence à réunir tous les orques qui étaient divisés en tribus. Mais il finit par se rendre compte un petit peu qu'il y a des lignes qu'il ne peut pas franchir, et il arrête sa progression vers la Légion Ardente. Donc Kil'jaeden doit se retourner vers un autre orc qui s'appelle Gul'dan, qui est un jeune étudiant en magie démonique, qui devient un démoniste extrêmement puissant, aidé par Kil'jaeden et donc aidé par la Légion Ardente. Et là où Kil'jaeden avait échoué avec Ner'zhul, il réussit avec Gul'dan, et il réussit à amener les orques vers le pouvoir obscur, et les démonistes des orques finissent par former le Shadow Council, donc le Conseil des Ombres, et ils finissent par pervertir un petit peu le monde de Draenor, toujours dans cette quête de puissance qui est la marque de fabrique de la Légion Ardente. Kil'jaeden commence à faire miroiter les autres mondes qui existent dans l'univers à ce Conseil des Ombres, dont Azeroth, sur lesquels Medivh, dont on a déjà parlé, commence à être corrompu par l'esprit de Sargeras. Medivh est le fils d'Aegwynn, qui a tué Sargeras, comme on en a parlé déjà plusieurs fois, et il commence à être corrompu par le pouvoir de Sargeras, et la conscience de Medivh et de Gul'dan sont liées par la puissance de la Légion Ardente, et ils finissent par faire un pacte pour amener la horde des orques sur Azeroth. Donc Medivh et Gul'dan finissent par ouvrir le portail des ténèbres, et la légion des orques peut entrer en Azeroth et commence un combat absolument terrible contre le royaume de Lord Aeron, dont on a parlé le mois dernier. Et ça, c'est à peu près l'époque de Warcraft 1, donc le combat entre les orques et les humains. Il s'ensuit toute une série de campagnes militaires terribles, et à ce moment, un des apprentis de Medivh finit par voir ce qui se passe exactement et s'allie avec Anduin Lothar, qui est le leader des humains. Donc cet apprenti, qui s'appelle Khadgar, finit par tuer son vieil ami Medivh, et il le libère de l'esprit de Sargeras. Et à ce moment-là, à peu près au même moment, il y a le chef de la Horde qui s'appelle Orgrim Doomhammer. Orgrim, qui te rappellera bien sûr un autre nom qu'on connaît très bien dans la Horde. Orgrimmar ? Bien sûr, voilà, puisque la capitale des orques a été baptisée d'après le nom du premier warchief, du premier chef de guerre des orques, qui est donc Orgrim Doomhammer. Ce guerrier orc écrase la résistance humaine, il remonte sur Stormwind,
Et c'est à ce moment-là que les orques finissent par s'installer dans Blackrock, dans la citadelle du mont Blackrock, qui est aujourd'hui encore une base d'opération importante pour des orques que nous connaissons bien. Il y a de nombreux orques qui infestent encore cette zone-là. Et là on passe au niveau de Warcraft 2 avec l'Alliance qui revient vers les domaines conquis par la Horde et allié sous la puissance de Anduin Lothar, qui est le commandeur suprême des forces de l'Alliance, ils reprennent du terrain sur les orques. Et à ce moment-là, le Orgrim Doomhammer se rend compte vraiment de l'influence de Gul'dan, donc le démoniste dont on parlait tout à l'heure, et à quel point il est corrompu par la Légion Ardente. Il se rend compte que si Gul'dan continue dans la voie vers laquelle il est en train d'aller, il amènera sur le monde d'Azeroth tel qu'il est la même destruction que Azshara avait amené sur les Keldorei, donc les elfes, à l'époque de la première catastrophe et de l'effondrement du puits de lumière. Et donc Orgrim décide d'arrêter Gul'dan. À ce moment-là, Gul'dan s'échappe, il va vers la tombe de Sargeras et il essaye de récupérer le pouvoir divin qu'il y attend. Il fait remonter le sol de la mer, il fait remonter toute la tombe, tout l'endroit où est mort Sargeras, et malheureusement, il n'y trouve pas du tout Sargeras, mais il y trouve une légion de démons qui détruisent à jamais Gul'dan. Et l'Alliance, pendant le même temps, réussit à repousser la Horde vers le portail des ténèbres. À ce moment-là, le portail est détruit, l'Alliance a repris le contrôle de la majeure partie de son domaine, et la Horde et les orques sont en gros bannis d'Azeroth. Il en reste quelques-uns qui restent à l'état d'esclaves, principalement des humains. Malheureusement, à ce moment-là, Anduin Lothar a été tué dans la bataille du mont Blackrock, donc le leader de l'Alliance est mort dans cette bataille. Et on revient à ce moment sur Draenor, puisqu'on était quand même en train de parler des orques, et on revient vers celui dont on parlait au début, qui était le premier démoniste contacté par Kil'jaedan, qui est Ner'zhul. Ner'zhul revient vers sa soif de puissance, il essaye de continuer dans sa recherche de puissance sans les démons, et il essaye de réouvrir un nouveau portail. Évidemment, il y arrive, puisque c'est un démoniste extrêmement puissant. Le problème, c'est que l'existence de deux portails sur un même monde provoque un problème dans la puissance magique et arcanique tellement grand que ça détruit complètement sa planète. Donc en ouvrant d'autres portails, Ner'zhul provoque d'immenses cataclysmes, d'immenses tremblements de terre qui vont détruire complètement Draenor, et c'est à cause de ce chaman et de sa soif de puissance, une fois de plus, et de la Légion Ardente, que le monde de Draenor, le monde des orques, a été détruit, a été totalement morcelé, et qu'il est devenu tel qu'on le retrouve maintenant. Ner'zhul réussit à fuir par le deuxième portail qu'il a ouvert, il emmène avec lui énormément de ses troupes qui se retrouvent donc sur Azeroth, et leur monde détruit est laissé en place, volant dans l'espace en morceaux, ce qui influence évidemment les orques et aussi les Draenei, dont on parlera peut-être le mois prochain. La conclusion de toute cette histoire, c'est que la Légion Ardente est à l'origine de la destruction du monde des orques par l'intermédiaire de Ner'zhul. Et est-ce que tu sais qui est Ner'zhul maintenant ? Écoute, je pense que nous allons laisser la surprise. Peut-être que tu veux le dire, moi je le sais évidemment, mais... Non, on va laisser la surprise pour un prochain numéro. On laissera la surprise, Ner'zhul n'a pas dit son dernier mot. Je vous ordonne de combattre, de tuer, de mourir pour votre mère. Et on va passer à la suite de notre programme avec... Warcraft pour les...
Pro. Oh. Une petite info sur ce qui s'est passé en très haut niveau ce dernier mois. Tu sais ce que c'est que cette histoire de décimation, Dany, t'en as entendu parler? Bah, y a une vidéo qui traîne sur le net, d'ailleurs, dont j'avais posté un lien sur un de nos nombreux forums de guildes. Et en gros, c'est un guerrier gnome, un spé fury évidemment, qui monte à Naxxramas contre Patchwerk à combien de DPS, Patrick? 1550, il dit, 1550 C'est DPS. pas dégueulasse. Pour que les gens aient une idée, alors déjà, les DPS, pour les gens qui ne sont pas des pros, mais qui écouteront quand même cette rubrique, les DPS, c'est les dégâts que vous faites par seconde. Donc au niveau 60, Dany, pour donner une idée aux gens, on peut s'attendre à faire combien de dégâts par seconde à peu près? Disons qu'avec mon mage qui est plutôt bien stuffé, je monte... Disons, si je balance toute la purée sur une période de temps très courte, je peux monter, je pense, à 500-600. Ouais. Vraiment en poussant... Et t'es stuffé, T1, T2... Je suis T2, ouais. T2, oui, c'est-à-dire l'une des meilleures armures qui soit dans le jeu. Et il est monté à 1550 DPS, qui est totalement hallucinant. Ils ont réussi à faire ça comment? Et bah bon, déjà effectivement il est très bien équipé, hein, ça y a pas à dire, ouais. Ça va de soi. Mais en plus il est buffé à outrance, donc il a le buff de Nyxia, il a le buff de Hakar, et il me semble qu'il a les buffs de H-Trip aussi, plus toute une tripotée de potions et de trucs, ça lui a permis d'atteindre des sommets en termes de DPS. Ouais, donc le but est vraiment d'essayer de voir ce que ça donne, c'est presque une expérience théorique, quoi, ça permet de voir ce qu'on a. Et donc ça prouve bien une seule chose, c'est que les Spé Fury ce sont des hachoirs. On a parlé d'une vidéo, donc de la vidéo de l'Outre-Terre de Discovery tout à l'heure. Je voudrais parler d'une autre vidéo, là pour un petit peu plus orientée au niveau. Est-ce que tu peux nous en parler, Dany, puisque tu l'as vu ? Écoute, tu viens de me la montrer il y a à peine 2 heures, et je la connaissais pas, c'est la vidéo Conquest de 2006. Donc Conquest comme la conquête en anglais. Et en gros, c'est une vidéo qui va montrer en fait les aventures en instance de la guilde Conquest, en instance 40, donc de Molten Core à Blackwing's Lair, à Kirage 40 et Naxxramas. Et donc on voit comme ça tous les boss avec des mises en scène assez sympas, une musique très entraînante, et franchement une vidéo somme toute très bien ficelée. Et on va finir cette partie pour les pros avec le conseil de Daniel pour les raids. Et bah le conseil du mois en fait c'est vraiment d'anticiper votre avancée dans le raid. Tôt ou tard votre raid sera confronté à des points de blocage qui nécessiteront du matériel mis à jour. Donc par exemple dans Molten Core d'avoir de la résistance au feu, dans Ankiraj d'avoir de la résistance nature. Tu nous parlais de l'ARN tout à l'heure dans Ankiraj. Exactement, c'est exactement ça. Donc il faut pas se dire voilà on bloque sur le deuxième boss d'Ankiraj donc on n'a pas besoin de bosser sur notre résistance nature pour le moment. Mais moi je vous le conseille de le faire par avance parce que les premiers boss par exemple dans Ankiraj sont pas extrêmement difficiles et le premier point de blocage ce sera la princesse Uran qui demande beaucoup de RN. Et donc si vous le faites, si vous commencez à farmer votre RN à partir du moment où vous arrivez devant elle, vous allez perdre 1 mois pour la passer, bon peut-être moins si votre raid est composé de farmers qui sont volontaires, mais sinon vous allez perdre du temps et c'est dommage parce que c'est quelque chose que vous pouvez monter petit à petit sans faire beaucoup d'efforts. Ouais. Et où est-ce qu'on va trouver des objets de RN par exemple? Où est-ce qu'on va devoir aller pour... Et bah la RN, il y a déjà des crafts, notamment au Fort Sénarien avec la répute du Fort Sénarien, et aussi dans des instances plus bas niveau comme Marodon et Stratol. Maintenant il y a un truc qui est bon à savoir aussi, c'est que par exemple sur la princesse Uran, il faut 15 joueurs qui sont blindés de RN, donc qui montent au minimum à 250. Ouh là là, 250, c'est énorme. Et donc en fait, les crafts, malgré les crafts et les drops qu'on peut récupérer dans la plupart des instances, par exemple pour se faire un paladin en full RN, c'est difficile. Donc ce qu'on peut faire également, c'est mettre au paladin des morceaux de cuir ou de tissu qui vont permettre de monter sa RN un peu plus, parce que dans les crafts
craft du Fort Scénarien par exemple, ces différents morceaux qui sont offerts aux joueurs selon les crafts. Donc par exemple, les tissus auront droit à un home qui donne plus 30 de RN que les cuirs ou les plates n'auront pas. D'accord. Ok, ouais, c'est intéressant effectivement, puisque de toute façon dans un combat où sur un coup qui va porter en magie, finalement l'armure ne va pas jouer. Donc exactement, et surtout un paladin il va pas, son armure ne va servir à rien, son plus dégâts ou sa plus défense ne sert à rien. Le paladin en raid il va surtout healer, et donc mine de rien c'est pas trop grave s'il est pas tout en plate. On va passer à notre fourre-tout avec on aime, on n'aime pas. Et ben moi ce que j'aime bien c'est franchement l'ambiance qu'il y a dans les instances, dans les nouvelles instances, notamment les raids qui varient énormément. Et donc il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, on a fait nos premiers pas à Naxxramas, et franchement je trouve qu'il y a une super ambiance, que c'est franchement sympa avec une bonne musique. C'est vrai, c'est-à-dire que tu sens vraiment la différence par rapport aux autres instances. Disons que Molten Core il n'y a pas vraiment d'ambiance. C'est pas faux. Ouais. Dans Black Wings Lair, il n'y en a pas énormément non plus. Ça commence à Ahn'Qiraj, et dans Naxxramas, franchement, on est à fond dedans. Ouais. On est à fond dedans, c'est pas mal, c'est vachement plus immersif. Ouais, c'est-à-dire que c'est oppressant, Ouais, c'est oppressant, il y a les boss adverses qui te tauntent pendant que t'avances en tuant les trash mobs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ? Par exemple, il y a les 4 cavaliers, quand tu vas dans l'aile des cavaliers, qui ils balancent des phrases en fait de temps en temps, genre oui, ça va être moi qui vais les tuer en premier, venez on vous attend, et des trucs comme ça. D'accord. Et c'est assez rigolo parce que mine de rien tu dis oh merde ils arrivent, ils nous ont repérés. Trêve de bavardage, qu'ils viennent. Nous réduirons leurs os en poussière. Et en fait non c'est juste c'est juste comme ça, et c'est récurrent. D'accord. Et c'est assez rigolo. Et puis la musique est un peu oppressante, bien lourde, ça fait un peu gothique, et franchement très sympa. Ah, j'ai hâte d'être niveau 70 pour pouvoir y retourner, parce que c'est pas tout de suite que je vais pouvoir aller à Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont retourner, on en reparlera, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont retourner dans Naxxramas au niveau 70. Ne serait-ce que pour la faire une fois peut-être. Bah oui, c'est ça, pour le voir au moins une fois. Moi j'y retournerai, c'est sûr. Hein. Et il y a une autre chose en fait que j'aime bien, donc c'est les events historiques. C'est-à-dire ? Et donc par exemple, j'ai récupéré la tête de Broodlord, donc le 3ème boss de Black Wings Lair il y a longtemps, qui permet de récupérer des écailles et de faire des quêtes pour monter la réputation Nosdormu, qui est la réputation d'AQ40. Quand on arrive neutre, on peut récupérer une suite de quêtes en fait qui pour l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj, qui maintenant sont ouvertes un peu partout, mais en fait ça va te faire te déplacer un peu partout pour apprendre un peu plus sur l'histoire des Qiraji. Et donc il y a une des premières étapes, c'est le dragon donc qui est devant les cavernes du temps, qui va t'envoyer juste devant Ahn'Qiraj retrouver une gemme qui va te faire voir en fait ce qui s'est passé dans le passé. Et donc tu vas voir les troupes elfiques du cercle scénarien quoi. Mais tu vas les voir, c'est-à-dire que tu as un temps de chargement il n'y a rien du tout, c'est un événement qui se passe en temps réel dans le jeu. Ah, et là tu vois plein de soldats qui apparaissent avec des silitides qui se fritent. Et tu vois 5 personnages qui sont en train de discuter pour essayer de contenir l'avancée des silitides. Et donc ensuite tu vois l'un des personnages se transformer en dragon, c'est un des dragons qu'on va retrouver ensuite dans Ahn'Qiraj 40, qui balance un souffle sur les silitides, ensuite un deuxième, un troisième, et ensuite en dernier donc t'as Nosdormu qui va arriver, qui va arrêter le temps, fermer les portes, et ensuite t'envoyer sur une autre série de quêtes. Ah d'accord, mais je savais pas du tout. C'est très très sympa. Et ça ferme les portes d'Ahn'Qiraj pendant quelques minutes. Donc je me suis dit oh merde, j'ai fermé les portes. Je vais me faire tuer. You will be judged for defiling these sacred grounds. Et pour notre partie on n'aime pas, c'est un petit peu lié, c'est-à-dire que moi ce qui me paraît un petit peu dommage, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'events, et il y a des events saisonniers, des trucs qui se passent un petit peu tous les mois, tous les 2 mois, ça c'est très bien, mais par contre le monde d'Azeroth reste extrêmement statique, c'est-à-dire que Stormwind est exactement le même depuis que Azeroth a commencé, Orgrimmar n'a pas bougé, ça garde quand même une ambiance un petit peu figée. J'ai l'impression que le monde n'évolue pas, que le monde ne change pas. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se passent quand même dans le monde,
qu'une ville soit dévastée ou qu'un dieu arrive et fasse pousser une montagne à un endroit, ou que le monde change de manière à ce qu'on ait l'impression d'une évolution et qu'on puisse se dire ah moi j'étais là à l'époque où il y avait encore cette ville à tel endroit. Il y avait par exemple dans Ultima Online, c'était assez sympa. Il y avait une des villes les plus importantes du jeu, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais qui avait été envahie à un moment par le roi Lich, qui avait viré tous les joueurs de la ville, et donc ils s'étaient à la fin unis pour combattre le fléau des morts vivants et récupérer Britannia, ou je me souviens plus du nom de... Ouais, voilà. Et ça c'est franchement sympa. Ouais. Et des trucs même plus permanents, des trucs qui feraient vraiment évoluer le monde et changer totalement pour donner un sens le sens de l'histoire au monde d'Azeroth. Donc il y a un sens géographique, il n'y a pas vraiment un sens dans le temps encore. This is for the whole outlaw in the alliance. This is for the whole who kill with great defiance. From mages and shaman priests and warriors, from druids and warlocks, rogues to hunters. This is for y'all. Every time you wait in queue, this is for y'all. With everything you do, forever screaming out, Zug Zug, it's how we ride. Forever screaming out, Zug Zug, until we die. Donc pour terminer notre épisode de ce mois-ci, on va passer au courrier des auditeurs rapidement. Et avant ça, on a une petite note d'Aguilar qui m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'il voulait s'excuser lui aussi auprès des Suisses par rapport à ce qu'on disait dans notre épisode précédent. Il les a oubliés en parlant de la francophonie. Et des domaines dont il s'occupait, et il voulait corriger l'erreur, donc voilà, il vous envoie un petit bisou lui aussi. Donc les Suisses, vous aurez eu une double ration de salutations le mois dernier et ce mois-ci, donc voilà, je pense que vous serez satisfaits. Et donc on va passer au courrier des auditeurs à proprement parler, et on a un petit mot de Profiler, qui est un jeune homme en Martinique qui nous écoute régulièrement, mais qui en plus diffuse le podcast dans ses soirées en LAN party ou dans son cybercafé, je sais pas exactement. Donc salut à vous les gars, merci de votre écoute et merci à Profiler. Une autre question qui est une question de Phi, qui nous demande pourquoi il y a pas de PVP interne à la faction, c'est-à-dire que pourquoi on peut pas se battre entre gens de l'Alliance et entre gens de la Horde. Là ça touche à ce dont on parlait sur les différents types de royaumes, les royaumes PVP, c'est-à-dire les royaumes JCJ tout à l'heure. Le truc c'est que le jeu World of Warcraft n'est pas conçu pour être un vrai jeu PVP. Les vrais jeux PVP, c'est-à-dire que c'est des jeux où n'importe qui peut attaquer n'importe qui. Et sur les royaumes PVP, les royaumes JCJ, dans les jeux comme ça, vous pouvez être attaqué par un type de votre faction, par n'importe qui, vous pouvez vous faire taper dessus. Warcraft n'a pas été conçu comme ça, c'est un royaume qui est FVF en réalité. Donc on dit PVP qui est un abus de langage, FVF c'est faction contre faction. Donc on se bat contre l'autre faction et pas contre sa propre faction, c'est comme ça qu'il a été conçu pour éviter ce qui s'appelle le griefing, qui est les gens qui vont harceler les petits niveaux ou qui vont emmerder le monde pour le plaisir d'emmerder le monde. C'est vrai que c'est plus difficile à faire pour tout un tas de raisons quand on est en faction contre faction que quand on est en vrai PVP complet. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est pas possible parce que c'est un choix de design à l'origine de Blizzard. C'est bien dommage parce que je serais bien allé éradiquer tous ces sales gnomes dans la zone débutante. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir des alliances d'humains, de nains et d'elfes qui vont éradiquer. Même avec des taurennes, on aurait pu monter un raid. On a Simon qui nous demande de faire une émission spéciale mage. Alors déjà qu'on on se prend pas mal de courriers parce qu'on est deux mages à faire l'émission. Je pense qu'on va éviter de faire l'émission spéciale mage. Peut-être qu'on fera des séries spéciales classe un jour à l'avenir, mais on commencera pas par les mages en tout cas parce que ouais, sinon on risque de croire vraiment qu'on est parti pris. D'ailleurs, ce qui est le cas. On a Melenox qui nous parle d'un site qui est extrêmement pratique, que je connaissais pas en fait. Il m'a envoyé un mail en me disant oui je te parle de ça mais je suis sûr que tu le connais déjà parce que bon tu es très informé. Et ben non, écoute Melenox, je connaissais pas, merci beaucoup. C'est un site qui s'appelle Poploot qui permet d'ajouter à n'importe quel site internet ces petites fenêtres d'information sur les objets ou les loots ou
les capacités. Donc quand vous allez passer votre souris sur telle ou telle arme, ça va vous ouvrir une petite fenêtre en dynamique qui va vous donner les informations sur l'arme. C'est super pratique, c'est vachement bien fait et c'est très facile à mettre en place. Donc si vous êtes un administrateur de site ou un administrateur de forum, quelque chose comme ça. Je ne saurais que trop le conseiller pour toutes les guildes et votre forum guild, hein. C'est extrêmement pratique pour savoir de quoi on parle. Ouais, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Donc Pop Loot, allez-y. Et voilà, et c'est sur cette dernière... Je voulais juste, suite aux demandes d'un de mes camarades de guilde qui s'appelle Saelite, il voulait qu'on le salue en fait donc sur le podcast. Donc je vais lui attribuer cet honneur quand même en spécifiant que c'est un paladin qui est niveau 60 et que c'est un gros noob. Comme tous les paladins d'ailleurs. Impudent fool! I will kill you myself! Et je vais donc terminer cet épisode ce mois-ci en remerciant tous ceux qui ont mis des commentaires sur iTunes. On en a eu pas mal. Franchement, j'ai du mal à trouver un autre podcast qui avait autant de commentaires que nous. Ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore mis des commentaires, si vous avez 5 minutes à perdre au boulot ou entre 2 sessions de farming, allez-y, laissez un petit commentaire pour nous. Ça nous aide toujours et ça fait toujours plaisir, même si vous avez des critiques à faire, hein. Bon, on préfère quand même quand vous dites des choses bien, mais on a plutôt des bonnes critiques dans l'ensemble, donc c'est vraiment sympa. Merci à tous et n'hésitez pas à y retourner si vous avez du temps. It's how we ride forever, screaming out, zug zug until we die. Voilà, donc on va vous remercier pour avoir écouté ce 4e épisode de Azeroth.fr. Et on va surtout vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. Joyeux Noël à tous, on vous retrouvera en 2007 pour une nouvelle année de Warcraft avec Burning Crusade. On vous remercie, on vous dit au revoir et bon jeu, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ha 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 ha!